Allez, on va se poser cette question à présent. La tension est-elle en train de monter d'un cran dans la région de Taïwan? Et peut-être un peu plus rapidement qu'on ne pense. Souvent, le président Xi Jinping, chinois, quand il invoque sa volonté de réunification et d'invasion, évoquait 2050. Les Américains récemment avaient revu la voilure en pensant que cette tentative d'invasion se ferait avant 2030. Et si les événements s'accéléraient? On va se poser la question avec vous tous. Patricia Alémonière, merci d'être avec nous. Grand reporter, spécialiste des questions internationales. Bonsoir à vous. Le général Jérôme Pellistrandi est toujours là. Merci d'être avec nous, cher général, consultant défense BFM TV. Et puis Philippe Gély est avec nous. Bonsoir. Plaisir de vous retrouver, cher Philippe, directeur adjoint de la rédaction du Figaro et ancien grand reporter, bien évidemment. Et on va écouter tout de suite, pour tenter de répondre à cette question, la crainte formulée ces dernières heures par le chef du Pentagone. Il s'appelle Pete Hegseth. Écoutons-le. Il faut que ce soit clair pour tout le monde, que Pékin se prépare de manière crédible à recourir éventuellement à la force militaire pour modifier l'équilibre des forces dans la région Indo-Pacifique. Nous le savons. Il est de notoriété publique que Xi a ordonné à son armée d'être en mesure d'envahir Taïwan d'ici 2027. L'armée chinoise est en train de constituer les forces militaires nécessaires à cette fin, s'entraînant chaque jour et répétant le scénario pour le jour J. D'ici 2027, nous dit le chef du Pentagone, général Pellistrandi. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est une intimidation stratégique? Ou alors s'il y a un véritable danger là? En tout cas, il y a une véritable montée en puissance des forces armées chinoises avec le développement de la marine. Très récemment, on a vu des exercices préfigurant un débarquement avec d'énormes barges qui pouvaient contenir des dizaines de véhicules de combat. Et donc, il y a cette pression, il y a des manœuvres extrêmement importantes. Je rappelle que le groupe aéronaval français autour du porte-avions Charles de Gaulle a été en mer de Chine ce printemps et que la présence militaire chinoise était, disons, très, très virile en quelque sorte. Bon, donc oui, il y a une vraie menace militaire sur Taïwan et on voit chaque mois, chaque semestre, la puissance militaire chinoise croître. Alors on verra dans un instant, carte à l'appui aussi avec vous bien évidemment, si il pourra s'agir de missions commando ou d'un débarquement à grande échelle. Vu la complexité des lieux, on en a déjà parlé ensemble. Patricia Alémonière, votre avis sur la question? Comment les États-Unis ils peuvent par exemple réorienter leur stratégie en vue de dissuader toute agression par la Chine communiste, dit le Pete Hegseth? En tout cas, la déclaration de Pete Hegseth a le mérite de clarifier une certaine ambiguïté qui avait existé. Souvenez-vous, lui avait déjà parlé un peu dans la même tonalité, Pete Hegseth, peut-être moins fort, mais dans la même tonalité. Alors que le président... j'allais dire Vladimir Poutine, ne nous trompons pas. Alors que le président américain, lui, avait parlé d'unité. D'unité en parlant de la Chine. Alors, qui disait unité en parlant de la Chine? C'est l'unité, les Chinois l'interprètent comme Taïwan faisant partie du grand pays chinois. Donc là, ça a le mérite d'être très clair et très précis. L'Amérique réaffirme sa force et sa détermination pour faire une réelle dissuasion par rapport aux volontés, si vous voulez, d'annexion de la Chine sur Taïwan. Et on voit bien qu'il y a eu toute cette montée en puissance ces derniers temps avec ces opérations. La dernière, je crois, date d'avril. Je parle sous votre autre autorité générale, mais elle date d'avril et elle était excessivement agressive, celle-ci. Ce n'est pas et les Américains sont inquiets parce que vous avez souligné la montée en puissance de la marine, mais il y a aussi tout ce qui se passe dans le spatial et dans l'aérien qui est excessivement fort. Les Chinois ont mis au point des missiles qui inquiètent les Américains. Les Américains On nous parle de missiles et de drones, de super drones aussi. Ont pris du retard sur un plan technologique vis-à-vis de la Chine, ce qui, effectivement, ne peut que réaffirmer, que confirmer leur volonté, pas dans des coudes, mais de resserrer les liens de l'Alliance, parce que l'Alliance aussi, et j'en finirai par là, dans le Pacifique, avec les alliés américains du Pacifique, c'était un peu distendu aussi. Et on va en reparler. Emmanuel Macron aussi a pris la parole il y a quelques temps. L'ambassade de Chine à Singapour, elle réagit en disant que le discours du chef du Pentagone, et je cite, plein de provocations. Philippe Gély, votre avis sur la question? Et c'est vrai qu'on se posera aussi la question des relations entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, puisque Xi Jinping, on a l'impression qu'il monte en puissance aussi parce qu'ils sentent bien que les Américains peuvent lâcher l'Ukraine. Et il y a eu un rapprochement qui ne date pas d'hier entre lui et Vladimir Poutine. On reparlera dans un instant. Mais votre avis sur cette question au moment où Emmanuel Macron, et on l'entendra dans quelques minutes, était dans la région il n'y a pas très longtemps? Oui, je vois deux clés d'explication à cette petite montée en puissance rhétorique, du moins, des Américains. D'une part, la conscience qu'effectivement, ils sont en train de se faire dépasser par les Chinois, qui ont une capacité de production militaire 3 fois plus grande que celle des États-Unis.
la Chine augmente sa marine chaque année de l'ensemble, l'équivalent de l'ensemble de la flotte française, tous les ans. Et il y a effectivement, comme vous l'avez dit, des nouveaux bateaux, des choses pour faire des débarquements, des bateaux qui peuvent s'accoster eux-mêmes sur le fond, au bord d'une côte. Donc il y a plus les manœuvres qu'on a vues effectivement de plus en plus agressives des Chinois. Donc il y a toutes ces raisons, mais principalement les États-Unis réalisent que dans cette région du monde, ils ont besoin d'alliés. Ils peuvent pas être tout seuls. Et du coup, c'est assez étonnant de voir le secrétaire américain à la Défense qui cite en exemple les Européens devant les Asiatiques en leur disant regardez, eux, ils sont en train d'essayer de mettre 5% de leur PIB, de consacrer 5% de leur PIB à la défense. Vous devriez faire pareil. Le deuxième aspect, je pense, qui est aussi dans l'ordre d'un sentiment de faiblesse des États-Unis par rapport à la Chine, c'est que sur la guerre tarifaire, la guerre des droits de douane, les États-Unis, le président Trump a plutôt mal joué, et la Chine, en revanche, a très très bien riposté avec des armes parfaitement calibrées, qui étaient la vente de bons du Trésor américain, qui ont fait monter les taux d'intérêt pour les États-Unis, et le contrôle des exportations de terres rares indispensables, notamment à l'industrie automobile américaine. Si le président Trump s'est fâché hier, pas plus tard qu'hier, contre la Chine en disant ils ne respectent pas leur accord, c'est parce que l'industrie automobile américaine est à deux doigts de devoir s'arrêter, faute des composants nécessaires en matière de terres rares. Alors cette fébrilité dans la région, c'est là où je voulais en venir. Emmanuel Macron s'en est fait aussi l'écho. C'était lors de l'ouverture de la 22e édition du Forum Shangri-La Défense, forum consacré à la défense, la sécurité. Il a comparé la situation dans la région à la situation en Ukraine. Et le président de la République a appelé les pays d'Asie-Pacifique à une grande alliance dans la région. Écoutons Emmanuel Macron. J'ai entendu le récit selon lequel nous aurions utilisé beaucoup trop d'énergie, de temps et créé beaucoup de souffrances dans le reste du monde avec ce qu'il s'est passé en Ukraine. Laissez-moi vous dire que c'est une erreur. Parce que si nous considérons que la Russie peut être autorisée à s'emparer d'une partie du territoire de l'Ukraine, sans restriction, sans contrainte, sans réaction de l'ordre mondial, que dira-t-on au sujet de ce qui pourrait se passer à Taïwan ? Alors Pékin a réagi là aussi aux propos d'Emmanuel Macron par la voix de son ambassade en affirmant que la question de Taïwan était un sujet strictement interne à la Chine. Général Pellistrandi, il y avait besoin de réaffirmer ça aussi de la part d'Emmanuel Macron, du chef de l'État, même si, et on voit la façon de réagir aussi, que ce soit des Chinois, que ce soit aussi bien évidemment de tous ces officiels chinois, et on continuera à parler de l'armée chinoise dans quelques minutes, ils réagissent un peu comme le fait Vladimir Poutine aussi. Hein. Oui, mais on est un peu sur la même rhétorique. Il y a urgence à réaffirmer un certain nombre de positions très claires. D'abord, il faut rappeler que la France est une puissance présente dans l'Indo-Pacifique. Hein. On a plus d'1,5 million de Français qui vivent dans la région. Et puis, il faut bien comprendre que le centre de gravité stratégique du monde a basculé dans cette région. Et que une guerre autour de Taïwan aurait un impact dramatique pour notre économie française et économie européenne. Donc, le président de la République avait raison de mettre les points sur les i, et même si ça a un peu froissé les Chinois. Patricia Alémonière, si l'Amérique lâche Kiev, ça peut lancer une invasion prématurée de Taïwan. Il y a quelque chose qui est un peu passé inaperçu aussi dans les médias européens. C'est Xi Jinping qui, avant le défilé du 9 mai sur la place Rouge, il a écrit une tribune en russe dans le journal officiel Roskiyava Gazeta. Et il avance une thèse profondément révisionniste, nous disent ceux qui l'ont analysé en affirmant que la rétrocession de Taïwan après la Seconde Guerre mondiale est un fait historique et juridique incontestable. Et il affirme également que la Russie soutient fermement toutes les mesures prises, et là je le cite, par le gouvernement chinois et le peuple chinois pour réaliser la réunification nationale. On a l'impression que Xi Jinping regarde ce qui se passe bien évidemment sur le conflit russo-ukrainien et se dit maintenant j'ai la bénédiction de Vladimir Poutine, l'Amérique lâche aussi Kiev, risque de lâcher Kiev. Donc ça y est, je peux y aller. Et est-ce que ça peut préparer un conflit prématuré ? Alors, au-delà de voir si ça peut préparer un conflit prématuré, il faut voir que la prise de position française, le rappel du président est totalement logique. Parce que ce message n'est pas destiné à nous, ni même à son audience. Ce message est destiné à Donald Trump. Il lui dit, si tu lâches... voilà ce qui peut se passer. Voilà ce qui peut se passer. Équilibres. Ouais. Et donc, ton Indo-Pacifique qui est prioritaire pour toi
il est en péril par ta politique que tu mènes en Ukraine. Voilà le message, je pense, qu'il adresse directement à Vladimir Poutine. Et c'est tout à fait logique que la France prenne une position, je partage complètement votre point de vue, parce qu'on l'oublie quand on est à Paris, la France occupe une position importante dans l'Indo-Pacifique, enfin pas centrale, mais centrale par le fait que c'est la première puissance européenne en Indo-Pacifique. Et donc, ce qui explique aussi pourquoi c'est le président français qui a fait le discours d'ouverture, d'ailleurs. Philippe Gély, invasion prématurée, je repose ma question encore. Quand je pense que les Chinois observent attentivement ce qui se passe en Ukraine et ils veulent essayer de déterminer jusqu'à quel point Donald Trump ne veut pas faire de guerre. Et ça a été son slogan pendant la campagne. Ça a été la grande fierté de son bilan de son premier mandat. Ils sont convaincus qu'il n'irait pas. Le discours de son secrétaire à la Défense aujourd'hui ne suffira pas à rassurer complètement les alliés asiatiques des États-Unis. Mais les Chinois pensent... Ils ont peur de l'imprévisibilité, évidemment, de Donald Trump. Ils savent pas où se trouvent les lignes rouges. Il y a un peu la politique du fou qu'avait développé déjà Nixon à l'époque de la guerre froide. Donc ils sont encore sur la défensive, mais à partir du moment où ils estimeront avoir les moyens militaires, et ça, d'après les experts, c'est effectivement 2027, que la configuration géopolitique l'autorise, ils peuvent tout à fait passer à l'assaut de Taïwan.